tous, et aujourd'hui on va faire une nouvelle émission, hein. Donc spéciale philo. Donc on a des nouveaux invités aujourd'hui. Monsieur Briseau, prof de philosophie au lycée d'Altitude, Bonjour. et Monsieur Borde, que je laisse se présenter. Alors donc moi on ne sait pas me présenter en fait. Je suis professeur de lettres classiques au lycée d'Altitude. Ce qui pose la première question du jour non prévu, c'est pourquoi m'avez-vous invité? À part pour faire le clown. Non, alors il se trouve que dans l'option en terminale, officiellement culture classique, on a décidé d'aborder quelques concepts philosophiques. Donc c'est peut-être pour ça que vous m'avez mis là, en face de mon maître. C'est ça. C'est beaucoup dire. Aujourd'hui on va commencer, il y a Esteban qui est avec nous encore, Lauriane, Bonjour. il y a Leïla et moi qui vont être à la régie, et il y a au fond Valentine qui mange sa salade de pâtes. Voilà. Donc on va commencer par définir un peu qu'est-ce que la philosophie, puis après on ouvrira sur des sujets, des questions, puis on finira comme d'habitude avec nos petites recommandations culturelles. Donc voilà, je vous laisse. Moi je suis plus là et je vous laisse parler. Donc merci Paul pour cette présentation. Alors maintenant, qui veut se lancer dans la définition de la peur, la philosophie? Alors la peur, c'est un peu ce qui est en train de vous étreindre, vous en perdez votre latin. Non, je pense que c'est Monsieur Briseau qui veut commencer, vraiment, je le sens dans les starting blocks. Oui. Si on doit remonter un petit peu en arrière, on trouvera des choses chez Platon, chez Socrate. Hein, si on doit s'autoriser de l'étymologie, on aura un rapport avec un certain type de savoir. On peut hésiter parce que parfois on va directement à une définition de la philosophie comme étant l'amour de la sagesse. Alors moi ça me paraît toujours un peu étrange et ça donne l'impression comme ça de gens qui sont des amoureux transis comme ça de la sagesse. J'ai trouvé dans quelques explications et commentaires l'idée que le philosophe, en fin de compte, c'était celui qui était familier d'un certain type de savoir qu'il était obligé de définir un petit peu en cours de route. Et si on doit rentrer un petit peu plus dans les détails, il faut confronter ça. Enfin, ça relève, comment on va dire, ce qui va prendre le nom de philosophie, le fait contre autre chose qu'on va appeler dans l'Antiquité grecque la sophistique. Voilà, donc je resterai juste sur l'idée d'une familiarité avec un certain type de savoir, en rappelant, mais je pense que mon collègue complétera là-dessus, que Sophia, c'est sagesse, mais c'est aussi habileté, maîtrise, savoir-faire. Voilà, donc pour l'instant, j'en resterai là. Monsieur Borde, peut-être. J'ai l'impression qu'on se file un peu le mistigris là. Donc je ne vais pas du tout revenir aux étymologies grecques puisque mon collègue l'a très bien fait. Et en fait, il se trouve que j'y ai pensé toute la nuit parce que je m'attendais exactement à cette question. Et j'en suis arrivé à la conclusion que la philosophie, ça serait en fait la création du savoir. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, au fil de l'histoire, la philosophie a la tendance à créer des branches de savoir qui deviennent autonomes et qui se mettent à s'appliquer elles-mêmes, en quelque sorte, qui appliquent des modèles. Et elle continue de chercher parce qu'elle continue d'explorer dans le réel et dans l'être humain des choses nouvelles. Donc la philosophie, c'est vraiment la dimension créatrice du savoir. Et tout le reste, à mon avis, se constitue en discipline autonome. Et ce qui fait qu'en plus, c'est la reine des disciplines, parce que c'est elle qui, au cours de l'histoire, continue d'évaluer la pertinence des disciplines et leur champ d'application. Oui, voilà, c'est plus une possibilité qu'une vraie réponse, mais pour l'instant, j'en suis là, en termes de définition. Donc en fait, ce serait en position d'éclaireuse, en fait. Et si elle ne formule pas nettement les choses, ensuite, ce sont des champs du savoir qui se développent de manière autonome, comme tu le disais, cher collègue. Je dirais en position d'éclaireuse et de contrôle, en plus. C'est-à-dire que c'est elle, peut-être, qui va, à un certain moment, remettre les disciplines à leur place. Par exemple, comme discipline dominante, on aurait aujourd'hui, non seulement dans le système scolaire, mais peut-être également dans le système mental, par exemple les mathématiques. Ça serait à la philosophie de rappeler quel est l'objet des mathématiques et quelle est leur limite, en quelque sorte. C'est-à-dire ce qu'elles peuvent dire, ce qu'elles peuvent étudier, ce qu'elles peuvent ne pas étudier. Ce qui suppose donc d'avoir quelques compétences en mathématiques pour le philosophe. Alors oui, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que à fur et à mesure qu'on fait de la philosophie, par exemple scolaire universitaire, j'ai vraiment l'impression que c'est une discipline qui nécessite de tout savoir en fait. C'est pour ça que moi je la qualifierais de reine des disciplines et peut-être la raison pour laquelle j'ai jamais voulu en faire mon métier parce que j'ai considéré que c'est quelque chose dont je ne serais jamais digne. Voilà, donc je considère que c'est quelque chose qui nécessite un savoir et des savoirs tellement importants
que ça me semble difficile d'en être Ouais. absolument digne. Enfin, évidemment, le fait d'être en face de toi, ça me fait penser que certains y arrivent. Non, mais, non, pas c'est du tout. encore Non, assez non, pour moi. j'ai déclaré forfait assez tôt dans toutes sortes de domaines. J'essaie de me tenir un petit peu au courant quand même, mais maths, physique, au bout d'un moment, pour rentrer dans ces choses-là, il faut quand même avoir une solide formation. En ce qui me concerne, je me suis arrêté plus ou moins à la physique newtonienne. Voilà. Le reste me paraît un petit peu étrange. Voilà, enfin, après, on peut revenir peut-être à quelque chose d'un petit peu plus simple ou plus humble, en fin de compte, quoi, Une finalement. définition Au moins plus- se questionner sur. De toute façon, il y a une dimension critique, effectivement. Se questionner sur les savoirs qu'on croit. Je ne vais pas arriver à finir cette phrase. Les savoirs qu'on croit être en sa possession, voilà. Ah. Je voulais te dépanner avec une étymologie grecque sur le mot critique qui vient de krinein, qui veut dire séparer, mais c'était Discriminer, totalement hors du oui, coup. voilà. Donc, Non, mais je pourquoi te pas, laisse pourquoi terminer. pas. Ouais, oui. C'est pour ça qu'aux élèves qui me disent qu'on peut pas juger, qu'on peut pas discriminer, je fais, on est mal parti pour la philo, parce que après, il ne s'agit pas de juger forcément, mais enfin de savoir à quelles conditions on juge effectivement et selon quels critères, ce qu'on peut retrouver dans toutes sortes de domaines, y compris esthétiques. Puisque là, pour le coup, c'est vrai, la philosophie, il y a un petit côté touche à tout. Quand on regarde le programme en terminale, il y a 17 notions pour les séries générales, il y en a 7 pour les séries technologiques. Vérité, liberté, d'autres encore, évidemment. J'ai jamais su les retenir par cœur. Et non, en fait, à chaque fois, c'est surtout. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est surtout l'art d'essayer de formuler des problèmes, plus ou moins solubles. Mais alors, il me semble que le fait de formuler un problème, c'est bien, mais à un moment donné, on va peut-être essayer de le résoudre. Et donc, c'est ce que j'ai appelé la création de savoir, en fait, qui commence par la problématisation. Et alors, je rebondirai sur ce que tu as dit pour la dimension esthétique. Alors, ça veut dire qu'en tant que philosophe, on aurait le droit, dans la rue ou dans les couloirs, de montrer les gens du doigt en disant, par exemple, celui-là, c'est un laidron, celui-là, il est beau, etc. Est-ce que ça nous donne ce Non. droit ou est-ce qu'on doit quand même rester poli? Non, c'était une boutade, hein, évidemment. Vous la Non. couperez ou pas au montage. C'est des choses qu'on garde pour soi. Donc on a bien avancé sur cette décision. On a avancé digressé. vers l'arrière, hein, mais... On a digressé, mais c'était très intéressant. Mais du coup, de manière générale, la définition plus, je dirais, simpliste, enfin oui, simpliste de la philo, c'est du coup. On ne fait pas dans le simplisme. on fait pas dans le simplisme. J'ai froncé les sourcils, exactement. Non, mais facilitatrice pour nos auditeurs, peut-être mieux. Qui ne sont pas inintelligents. Non, plus. inintelligent, mais Hein Il me semble quand même que pour écouter Crab Podcast, il faut faire partie de l'élite intellectuelle, sinon de cette ville, du moins du pays. ça ce serait, c'est un peu beaucoup. Je mais- dois avouer que je découvre cette station. Je ne sais pas comment on doit appeler ça. cette organisation. N'étant pas très familier de ces choses-là. Donc, on a bien avancé sur cette définition de la philosophie. On a bien disserté, enfin, vous avez bien disserté là-dessus. Sur une question un peu plus classique et moins. Enfin, du coup, on démarre sur les questions un petit peu. Donc, un peu plus classique sur le rapport de la philo avec le cursus scolaire. Est-ce que ça arrive au bon moment, la matière de philosophie? Donc, elle arrive en terminale, je le rappelle, avec 4 heures par semaine et un baccalauréat en fin d'année. Alors, elle arrive un petit peu avant pour certains, Oui, grâce à des réformes dont on ne s'étendra pas là-dessus. Mais on a effectivement la spécialité humanité, littérature, philosophie, qui fait que des premières Ont de l'avance sur, auront de l'avance, on ne sait pas trop forcément, mais Ouais. en tout cas, ils entendront parler effectivement de philosophie. Oui, Ils auront non. accès à un corpus de textes. On leur donnera peut-être l'envie, le goût, effectivement, de les lire. Plutôt, pourquoi pas, je sais qu'il y a pas mal d'initiatives destinées, on écrit pour les enfants aussi, enfin moi non, hein, mais il y a d'excellentes publications, Philosophie Magazine par exemple, je sais pas si c'est le cas encore, mais enfin il y avait une petite rubrique où à chaque fois on tâche de répondre à une question un peu enfantine. Et bon, c'est sûr qu'à ce moment-là, on ne va pas rentrer dans des distinctions trop savantes, mais il y a moyen effectivement de formuler quelques problèmes, parce qu'à tout âge, on se pose des questions. Et pour essayer d'assombrir un petit peu l'atmosphère, je me rappelle comme ça que ma propre fille, à 9 ans, m'a demandé pourquoi on vivait, puisqu'à un moment donné, il fallait mourir. Et elle a jamais vraiment eu la réponse, en fait, hein, je dois l'avouer. Hein. Mais Voilà. du coup, il n'y aurait pas une philosophie pour plus jeunes, pour enfants, des trucs plus simplistes, plus. Enfin, simplistes, on a dit quand on n'était pas dans le simplisme, mais il n'y a pas une manière de l'aborder aux enfants pour. Enfin, la philosophie?
Alors, je réponds d'abord à la première partie de la question. Donc, est-ce que ça arrive au bon moment? Non, trop tard. Selon moi, ça pourrait très largement remonter au moins au début du lycée. Mais par contre, la petite faille là-dedans, c'est qu'en réalité, notamment en français, mais pas seulement, en fait, c'est un travail qu'on est quand même censé faire. Le travail de problématisation et de création du savoir. Donc, la discipline telle qu'elle n'existe pas, mais le cours de lettres que vous suivez en seconde, et je pense que c'est pas exclusif, il a déjà normalement une dimension philosophique, même si on a des querelles de clochers en France qui font que les littéraires et les philosophes sont pas les mêmes. Ben si, en fait, c'est quand même la même chose qu'on fait, je pense. De toute façon, voilà, on les a associés de force avec la discipline HLP, même si ça donne lieu à 2 exercices différents et corrigés par des correcteurs différents. Et concernant les enfants, j'imagine que c'est quand même le rôle de celui qui arrive un peu avant. Alors on va appeler ça un adulte, pour pas rentrer dans le détail, qui doit adapter son langage à la question. C'est-à-dire le travail normalement du prof, voire de l'adulte dans la transmission, c'est de faire en sorte que la personne qui est en face de lui soit capable de formuler sa question, voire même de la formuler mieux à sa place. Et là, la question n'est pas de savoir si c'est un enfant ou un adulte, parce qu'en termes de maîtrise du langage, si vous prenez des gens de 14 ou 15 ans, que vous prenez toute la population et vous prenez des gens de 30 ans, alors globalement, les gens de 30 ans sont quand même censés savoir mieux parler ou quoi que ce soit, mais dans la réalité, c'est pas vrai. Vous pouvez avoir un travail d'interprétation qui est tout aussi important avec des gens adultes. Donc là, selon moi, ça relève de la compétence et de la compréhension de la personne qui est, on va dire, au-dessus intellectuellement, même si le terme là a quelque chose de hiérarchique qu'il faudrait discuter. Et est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, spécialement. Non, ils sont dans un état d'hébétude par rapport à la performance de nos propos. On les sent entre la décomposition et l'admiration, c'est merveilleux. Du coup, je vais donner mon avis sur le fait de est-ce que ça arrive au bon moment dans le parcours. Je pense que c'est assez compliqué comme question parce que les gens ont des approches différentes de la philosophie. Certains, ils vont se sentir très intéressés, comme d'autres pas du tout, et comme dans toutes les disciplines, mais c'est une discipline qui demande beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de réflexion, et certains n'en ont pas. C'est pour ça qu'en terminale, finalement, c'est pas si mal. Le propos est brutal. Non, mais bon, de toute façon, ceux qui sont censés ne pas avoir de réflexion ne se rendront même pas compte du coup de ce que tu viens de dire. Parce qu'ils réfléchissent pas. Puis de toute façon, ils nous écoutent pas. Ils n'écoutent pas Crab Podcast. Voilà, exactement. Et oui, non, c'est sûr, ça demande effectivement une attention. Et alors, il y a aussi une autre difficulté, c'est qu'on est quand même dans un système scolaire et que tout ça finit par échouer lamentablement sur un examen. Ce qui fait que les élèves qui veulent... comment on va dire, qu'on aura quand même un peu habitué dans ce sens-là parfois à restituer un cours, à faire ce genre de choses. Parfois, ils sont un petit peu effectivement désorientés quand on leur dit qu'il s'agit effectivement d'essayer de formuler leur propre pensée et qu'en même temps, on leur dit que ça n'est pas seulement ce qu'ils ressentent là immédiatement et que l'exercice consiste à devoir s'adresser à soi-même des objections et pas affirmer les choses comme ça, comme on les ressent sur le vif, en quelque sorte. Oui, et j'ajouterais à ça, en fait, moi je prendrais l'argument de Lauriane quasiment à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a une spécificité quand même dans le travail en philosophie, qui me semblait que c'est la discipline pour laquelle il y a le moins de support, en fait, d'objets. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, je vais revenir à mon idée de création, il me semble que c'est très difficile en philosophie quand même de réciter. Vous voyez, alors là, ça serait à vous de me le dire. Mais il me semble que dans toutes les disciplines, même en français maintenant avec la dissertation, c'est possible de réciter en fait. Et en philosophie, c'est pas possible. Et moi, j'ai l'impression qu'à échelle scolaire, c'est une grande généralité que je vais dire, mais les élèves qu'on a actuellement, avec leurs qualités et leurs défauts, par contre, savent très très bien réciter. Ils récitent très très bien dans l'ensemble. Et donc pour le coup, je pense que leur mettre très tôt une discipline qui les empêche de faire ça, ça serait pas pour les parasiter, mais pour les habituer dès le début à finalement des qualités intellectuelles qui sont nécessaires, y compris dans les matières à récitation, et qui plus tard vont leur retomber dessus. Mais du coup, ça crée une méthode, ça changerait la méthode de faire, la manière de faire. Ça complète, je dirais. C'est-à-dire que la récitation, moi, il se trouve que j'ai horreur d'apprendre par cœur, mais parce que je suis un gros paresseux, mais c'est une très belle qualité. Mais elle n'est pas suffisante, et en réalité, actuellement, même jusqu'à bac, à part en dissertation de philosophie, je ne vois pas d'exercice où il ne soit pas possible en fait de réciter. Oui, c'est-à-dire même en dissertation littéraire. Bon, ça nous fera au moins un point commun en termes de paresse. Mais enfin, on sait que la paresse, ça rend ingénieux en fait. Parce que du coup, on trouve toutes sortes de moyens pour ne pas faire ce qu'on a à faire. Et du coup, en fait, on fait plein de trucs. Effectivement, apprendre par... Il faut faire les deux. Il faut faire les deux, vous avez entendu. Ne soyez pas paresseux. Mais apprendre par cœur, c'est pas non plus complètement idiot parce que...
après, tout dépend d'ailleurs comment on entend ce par cœur. Mais effectivement, il est quand même demandé aux élèves, ça les désoriente un petit peu de formuler des pensées que peut-être d'ailleurs ils n'avaient pas vraiment, hein, d'essayer de formuler des problèmes que peut-être ils ne se posaient pas encore. Donc, de toute façon, dans tous les cas, on est toujours un peu obligé d'anticiper sur quelque chose. Et certains se découvrent effectivement, et c'est quand même, il me semble, et je pense que ça peut se passer dans d'autres cours évidemment, mais la possibilité d'échange ou de, comment on va dire, voilà, il faut aller chercher un petit peu parfois les élèves qui n'ont pas trop envie de se découvrir, qui ont peur de ne pas savoir, d'être ignorants. Et puis, en fin de compte, ils se rendent compte qu'il ne s'agit pas tellement de savoir beaucoup de choses. Alors après, évidemment, il y a la part, on est en terminale, quoi. C'est pas la philosophie universitaire, effectivement, où là, pour le coup, si on est interrogé sur Platon, sur Kant, là, il va falloir être un petit peu technique. C'est pas ce qui est demandé à des élèves de terminale. L'idée, c'est qu'ils parviennent à formuler une réflexion qui soit une réflexion nuancée, qui soit une réflexion équilibrée aussi. Encore une fois, qui ne reste pas dans quelque chose d'unilatéral, ce qui va un peu à rebours, effectivement, de tout ce qui est fait le buzz sur Internet, sur les réseaux sociaux, où là, on a l'impression que parfois, il faut vraiment grossir le trait, faut gueuler, quoi, pour être entendu. Et nous, on est plus dans une forme de patience, ou de douceur même. Alors même si là, le buzz, Oui. ça va être nous quand même, hein. J'espère que tu as conscience. Ce sera On bon. va le faire, hein. À mon avis, des centaines de vues, hein. C'est bien probable. C'est bien probable. Moi, ce que j'en pense, c'est que ça pourrait arriver pour moi en première. Alors pourquoi si précis? Parce que là, dans les 2 cours que je suis avec vous, il y a plein de fois où en fait on passe sur quelque chose et vous dites on peut aller voir ça pour l'approfondir. Mais en fait, et particulièrement dans philo, vu qu'il y a le bac à la fin de l'année, on se dit pas on va approfondir le truc, on se dit l'efficacité, on révise notre truc pour le bac. Et se dire que la possibilité d'avoir une année avant où il n'y a pas de bac à la fin de l'année et où on peut développer même durant l'été, etc., ça nous intéresse, avancer des choses comme ça. Et ça, moi, je trouve que ce serait super intéressant de pouvoir approfondir, parce que là, cette matière, elle arrive en un an, elle passe, il y a le bac, on l'a fini, et hop, on n'entendra plus parler de notre vie si on s'y intéresse pas. Ouais, alors, il y a l'idée, effectivement, que si elle arrive en terminale, c'est parce que vous êtes censé disposer de certains savoirs. Et qu'il y a là effectivement matière un petit peu à réfléchir, hein. Donc on a des chapitres dans lesquels on va aborder des choses relatives à l'écriture de l'histoire, des choses relatives à la constitution des sciences, et donc on suppose effectivement que les élèves ont déjà des connaissances sur lesquelles ils peuvent réfléchir. Mais c'est vrai que l'échéance de l'examen, 9 mois après la rentrée, ça court-circuite un peu ça. C'est le drame des prépa-bac qu'on retrouve sur les bords des bureaux, des formules, des trucs, des choses que les élèves apprennent. Ils ne savent pas trop ce qu'ils apprennent, mais c'est pas grave. Ils se disent que c'est ça qu'il faut apprendre. Et il s'agit aussi, c'est vrai, d'arriver à leur dire qu'ils peuvent se faire un peu confiance à eux-mêmes. Et c'est pas toujours facile à entendre, effectivement, quand en plus là-dessus, on a une machine à sélectionner, à trier, qui est un peu raide, hein, quand même. Donc je comprends, hein, le fait d'aller dire à un élève prends le temps, va approfondir les 2 pages, là on a lu 15 lignes, mais on n'a pas le temps forcément d'aller plus loin. C'est sûr qu'il y a fort à parier que l'élève va pas reprendre ces 2 pages chez lui dans une sorte de méditation. Il va se dire mince, qu'est-ce qu'il faut dire sur le travail, qu'est-ce qu'il faut dire sur la liberté, qu'est-ce qu'il faut dire. Mais bon, c'est difficile après effectivement de contrarier ça, cette tendance, parce que et de dire non, il n'y a pas ce qu'il faut dire. Il y a ce que vous tentez de penser et que vous tentez d'ailleurs de formuler à l'écrit, ce qui représente aussi un obstacle pour pas mal d'élèves, parce qu'on a des discussions parfois passionnantes, mais après quand il s'agit effectivement de restituer ces choses-là à l'écrit, c'est pas évident. Alors après, j'imagine quand même que la plupart de mes collègues qui corrigent les exercices, les dissertations, les explications de texte, tiennent compte de ce genre de choses, et on n'attend pas évidemment d'un élève de terminale ce qu'on pourrait sans doute attendre de quelqu'un qui va passer des concours 3-4 ans plus tard. Bon, du coup, je pense qu'on peut fermer cette première question. Encore pas mal, mais on avance bien. Question un peu plus générale et moins visée que celle qu'on avait avant. Est-ce que, qui peut être philosophe? Et question un peu liée, est-ce qu'un prof de philo, ça peut être philosophe? Je suis incapable de vous répondre. Je n'ai pas de...
Je ne sais pas d'où ça peut venir cette. Ce- La question même se poserait sans doute pour certains auteurs qui sont programmes, qui n'ont pas forcément été classés immédiatement comme philosophes, qui ont pas voulu. qu'on aura vu plus du côté littéraire, mais à partir du moment où ça pense, où ça réfléchit un peu là-dedans. Oui, ça, c'est- Mais bon, pour le coup, effectivement, il y a toutes sortes d'auteurs classés littéraires qui finalement font aussi. Et puis ailleurs, ça pense aussi. Donc, non, je ne pense pas que ce soit réservé à la Ouais, philosophie oui, ça, c'est- de penser. Et quant à moi, si je suis philosophe, j'en sais rien. S'il s'agit de savoir si j'aborde les événements de ma vie avec un peu de distance, un peu de recul, c'est ce que je m'efforce de faire. L'indifférence, non, je ne suis pas stoïcien, mais l'impassibilité, tout ça, enfin voilà, après, il y a différentes manières de se dire philosophe aussi. Alors, moi, qui peut être philosophe? Tout le monde. Réponse claire, nette et précise. Démagogie. Parce que je pense que ça correspond à une pulsion de l'être humain, en fait, le fait de se poser la question. Donc ensuite, le gros problème qu'on va balayer, à mon avis, c'est de savoir quand est-ce qu'on classe dans la culture, entre guillemets, les philosophes et les écrivains. Mais ça, en fait, on s'en fiche. Pour nous, c'est pratique parce qu'on a un programme. Donc à un moment donné, il faut qu'on mette cela dans telle case, cela dans telle autre case. Mais au final, en vertu des définitions initiales qu'on a données, c'est au lecteur à se demander s'il a affaire à un philosophe ou pas. Nous, on est dans des catégories scolaires qui, de temps en temps, nous contraignent. Donc il y a une attitude par rapport au savoir qui me semble être de l'ordre de la nature humaine, donc qui est philosophe? Tout le monde. Sauf que peut-être... Serions-nous mus tous par un insatiable appétit de savoir? Alors peut-être qu'en termes de degrés, c'est pas pareil chez tout le monde. Il y a sans doute plein de facteurs qui entrent en compte. Et puis on a mais des je forces pense qui que- s'opposent à ça aussi dans la société, et pas seulement celle d'aujourd'hui, mais Oui, mais la question c'était qui Ouais. peut. Et donc Mm. qui peut, je pense, tout le monde. Après, en termes de classement, ça c'est des problèmes scolaires et universitaires. Et alors, est-ce qu'un prof de philo est philosophe? Et je dirais oui. Mais par contre, est-ce que le prof de philo qui a cette pulsion humaine de rechercher du savoir et d'en créer va forcément produire une œuvre philosophique ou produire du concept? Ben non, en fait, pas forcément. C'est pas du tout la même chose. Mais par contre, je pense que le cours de philo lui-même, c'est un moment philosophique. C'est-à-dire qu'il affronte le réel et il affronte les gens qu'il a en face d'eux pour justement créer du savoir. Donc je vois pas comment on pourrait faire l'un ou l'autre, et à mon avis l'écueil c'est de considérer comme philosophe ceux où le livre il y a marqué philosophe, parce que là le collègue l'a bien dit, les littéraires et les philosophes ça, c'est des querelles de clochers. Peut-être que l'organisation pourrait être tout autre, on pourrait avoir des profs de philo et de lettres qui enseignent en fait plus ou moins la même discipline, mais la tradition française n'est pas comme ça. Donc selon moi il y a un côté de tradition culturelle qui est un flou problème, et il y a un côté de pulsion humaine. Après, on pourrait Après, c'est discuter des vrai critères. on voit des gens invités dans certaines émissions et on voit écrit dessous philosophe. Oui, mais- Et c'est vrai que parfois on se pose la question de savoir comment ils ont obtenu. Enfin, oui, mais ils pas- apparaissent comme ça dans certaines. Parce que le titre est prestigieux quand même si ça nous fait râler parfois d'en faire. Le titre de philosophe est quand même hyper prestigieux dans la société française. Et là, pour le coup, qui est-ce qui mérite l'étiquette de philosophe quand il apparaît à l'écran? On ne donnera pas de nom. Bah, Oui, c'est vrai que moi, ceux que je considère comme des grands philosophes de l'époque, je ne les ai jamais croisés à l'écran ou de façon tout à fait confidentielle. Mais là, ça relève du cas par cas. Je ne serais pas capable d'établir des règles. Mais on pourrait, si on était hors antenne, en désigner certains sur lesquels on serait d'accord qu'on ne considère pas comme des grands philosophes. Mais on le fera après. Mais c'est Ça, vrai on que- le fera en off. Quand on fait intervenir le ou la philosophe dans une émission, on laisse entendre qu'il y a là la possibilité d'un arbitrage, C'est une juste forme en de dessous distance. de Dieu en général. C'est-à-dire on peut pas inviter Dieu, donc on invite le philosophe. C'est une C'est espèce ça. de créature intouchable, vous voyez. Mais en même temps, on comprend aussi que personne ne l'écoute. Hein. Jugo, est-ce qu'on pourrait dire qu'on fait de la philosophie si par exemple on se pose des questions, on prend du recul, mais sans avoir par exemple des connaissances de base sur les philosophes antiques ou des pensées de philosophes modernes? Alors oui, parce que je pense qu'en fait le nom qu'on a donné en Occident, le nom philosophie, c'est justement ce questionnement ou quoi que ce soit. Donc évidemment, parce que sinon on commence à partir de quoi? Vous commencez le jour où on vous met un livre de Kant dans les mains? Pas sûr, vous pouvez aussi l'étudier de façon technique, comme le disait mon collègue, vous avez telle épreuve universitaire où il faut réciter votre analytique transcendantale, ça va plus être de la philosophie, ça va devenir de la récitation. Donc oui, évidemment. Mais je pense par contre, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit, enfin que tu as évoqué tout à l'heure avec les stoïciens, c'est que je pense aussi que dans l'attitude philosophique, il y a une mise en relation entre le savoir et la pratique. Ça, nous, on a peut-être tendance à l'oublier justement parce qu'on est la discipline est devenue quelque chose de scolaire, mais je pense que la philosophie véritable, elle met quand même en relation
le savoir et la pratique. Et elle devient pour le coup beaucoup plus contraignante. C'est-à-dire vivre de façon philosophique, ça serait quand même vivre ou essayer d'incarner des idées. Même si elles sont pas toujours bonnes ou pas toujours certaines, je pense que tant qu'il n'y a pas d'échange avec la pratique et le réel, c'est pas vraiment de la philosophie. Ça reste théorique. Sinon, on en reste. Oui, voilà, au niveau du discours. Et c'est vrai que là, il y a des personnes qui sont assez douées. Hein, pour débiter une sorte de discours. Un philosophe n'est pas un politicien, pas forcément. Non, Ça peut être les deux. Oui, c'est vrai. Et puis bientôt, pourquoi pas, il faudra se demander si chat GPT peut philosopher. J'ai pour l'instant, c'est le chat robot, le robot là. Je crois qu'ils l'ont déjà testé là-dessus. C'est vrai que moi j'ai lu, je ne sais plus pour quel sujet exactement, mais enfin ça donnait quelque chose d'assez froid. Ça fonctionne pas, vous pensez que ça fonctionne, voilà. C'est le mot fonctionner qui va pas. Pour Je moi. pense que ça organise, ça fonctionne. mais que la philosophie elle crée. Donc je tiens à ma création, mais je pense que le fameux chat là, enfin je sais pas qui c'est. ChatGPT. Intelligence artificielle. Je pense qu'il va avoir du mal à créer, mais c'est une hypothèse. J'ai pas de preuve là-dessus. Et on a des intelligences artificielles aussi. Alors, est-ce qu'une IA peut être artiste? Est-ce que ceci dit, vu l'état du marché de l'art, je doute qu'une machine fasse moins bien. Est-ce qu'il parfois. faut pas être un peu équipé d'un corps et d'une chair quand même pour parce qu'en fait là on dit la philosophie, mais penser. Tu avais raison de rappeler que c'est quand même aussi vivre. Et parfois il est demandé effectivement à celui qui se proclame philosophe de mettre en accord un petit peu ses paroles, ses pensées, ses actes. Et là, à mon avis, on a moins de monde, à mon avis, en compétition. Donc alors on pourrait arriver à une possibilité de définition de la philosophie comme formulation et réponse à la question comment faut-il vivre, ce qui est quand même abyssal et qui couvre la vie de 8h du matin à 8h du soir, enfin, pour ceux qui vont se coucher comme Est-ce que je bois mon café en philosophe? Est-ce que je fume ma clope, pardon pour la loi E20, mais est-ce que je fume ma clope en philosophe? Je ne sais pas trop. Eh bien moi je ne fume pas de clope parce que fumer c'est pas bien et je suis donc un meilleur philosophe. L'idée, je sais pas, j'avais quelque chose en tête aussi, c'est qu'effectivement le philosophe, loin de moi l'idée de me comparer à un géant comme Spinoza, mais les fins que poursuit la philosophie sont, semble-t-il, pas celles que poursuit l'État, que poursuit la société civile forcément. C'est pour ça que son existence parfois paraît un peu étrange. Et que on retrouve en fait cette idée de distance finalement. Quand en société finalement ce qui meut la plupart des gens c'est une forme d'appétit, y compris de savoir d'ailleurs. Tout à l'heure j'entendais pulsion dans ma tête. Je fais ce que je peux. Mais oui, mais genre, du coup je me disais tiens on est peut-être chez Pascal, on parle de libido sciendi. Voilà, il y a toutes sortes de... Après, sans doute, il y a du pulsionnel chez le philosophe et il s'en séparera pas comme ça aussi facilement. Mais il y a des choses, semble-t-il, qui le laissent un petit peu indifférent en termes de... Alors, c'est pas parce que je suis pas très riche que je dis ça, mais en termes d'appétit, de richesse, de pouvoir, de choses de ce genre. Parce que souvent, on va le chercher là, le philosophe, dans celui qui aura presque affiche une forme de dénuement, pas de dénuement, mais de frugalité, quelque chose comme ça. Oui, enfin, après, il y a des philosophes peut-être millionnaires, je ne sais pas. Non, à échelle voilà. historique, y compris chez les anciens, Sénèque est un des hommes les plus riches de sont l'Empire. des gens, oui, oui, mais alors Épictète. Après, on me dira Socrate aussi, il était un peu rentier peut-être, il n'avait pas trop de Il était difficultés, surtout très laid, c'est ce que l'histoire nous a laissé. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de ce débat. Il va en rester une question, c'est la suivante. Qu'apporte la philosophie dans la vie courante, dans la vie des gens? Et je vois M. Borde lever le doigt, il peut parler. Alors, je resterai sur ma ligne de départ. Je pense que la philosophie permet de formuler et de répondre autant que possible à la question « Comment dois-je vivre et comment devons-nous vivre ?» Et que c'est très très large. Oui, et puis en ce qui concerne la vie des gens... c'est pas qu'elle m'intéresse pas, mais je sais pas moi ce que ça leur fait, moi, la philosophie, vraiment. Parfois, j'ai eu des échos. Quelques années après, je recroise des élèves et certains me disent que ça leur a apporté quelque chose. Si ça peut leur apporter peut-être comment on va dire, encore une fois, une certaine forme de distance et pas toujours réagir... comment on dit déjà, à chaud, oui, c'est ça. Spontanément. Mais essayer peut-être aussi de comprendre. Et je reviens à mon Spinoza.
Ni railler, ni se moquer, ni je ne sais plus trop quoi encore. Il le dit en latin, mais j'ai oublié. Mais essayer de comprendre. Voilà. Mais ça marche avec Spinoza, ça marche avec d'autres finalement. Essayer de comprendre l'autre, pourquoi il dit ce qu'il dit, pourquoi il agit comme il agit. Ce qui ne veut pas dire aussi qu'on va forcément tout excuser. Mais essayer d'ailleurs aussi de comprendre pourquoi nous, on dit ce qu'on dit, on affirme ce qu'on affirme, pourquoi on fait ce qu'on fait. La réponse, savoir. La question, c'était de savoir ce que ça faisait dans nos existences. Dans Ah. notre existence. Je pense qu'il faudrait le demander à ceux qui nous entourent, les pauvres. Mais à vous, enfin Ah. à vous deux, ça vous fait d'avoir la philosophie dans votre vie, ça change quoi? Ah bah, je sais pas, parce qu'il faudrait que je repense à un moment où ça ne faisait pas partie de ma vie. Ah. Donc j'estime qu'à partir du moment où je fais où je mets en relation ma pensée et mes actes, et ben c'est de la philosophie en fait. Il faudra d'autres émissions. On reviendra. On veut revenir dès la semaine prochaine, mais cette fois pendant 4 heures. Alors, on va terminer cette émission comme d'habitude par nos recommandations culturelles. Si quelqu'un veut commencer, ou alors. Oui, moi- moi. Allez. Moi, il faudra. Ce sera pour une autre fois parce que je n'ai pas pensé à ça du tout. Ah. Je tiens à préciser que j'ai quasiment forcé les gens de l'émission à pouvoir m'exprimer. Donc comme recommandation culturelle, eh bien écoutez, Il faut le dire aux auditeurs, on a tous un pistolet braqué sur la ouais, achetez-vous une Nintendo Switch et jouez à la trilogie Xenoblade Chronicle. C'est du RPG japonais, c'est le truc le plus beau et le plus intelligent que j'ai eu entre les mains ces dernières années, et c'est tout à fait accessible. Et écoutez les bandes originales aussi, parce que la musique japonaise est d'une qualité que je qualifierais de bien supérieure par rapport à ce qui va peut-être suivre. Ça, c'est bien de faire des recommandations sur le gaming, c'est une bonne idée. Moi, j'ai pas mal de recommandations. Je vais faire des recommandations de podcasts déjà. Ça, je crois que j'en ai jamais parlé dans l'émission. Mais la chaîne de podcast Chose à savoir, c'est du coup à retrouver partout sur toutes les plateformes. On fait de la pub pour de la concurrence, ça? Ouais, ça marche, ok. Du coup, dans Chose à savoir, c'est plein de petits podcasts de 3 minutes chaque jour. Donc, il y en a sur la culture générale, sur l'art, sur la gastronomie, l'histoire, la planète, la santé, la tech et la tech verte même, et il y a aussi l'économie, enfin bref, c'est plein de petits podcasts, donc 3 minutes chaque jour quasiment, je crois, c'est sauf le samedi ou un truc comme ça. Et sinon, pour en déplaire à monsieur Borde, on va faire des recommandations, je vais faire des recommandations musicales. Il a employé le mot musical. hein, Musique. j'insiste. Ce sera une autre émission, savoir si le rap c'est la musique. Réponse oui. Réponse à laquelle j'ai dit oui aussi. ah On oui. a réglé Ah le oui, c'est problème, vrai, c'est vrai. je crois. Donc pour les petites actus qu'il y a dans le rap, il y a la sortie de l'album de Hamza qui sort le 17 février, donc rappeur belge avec son Zénith de Paris qui est prévu, je crois, début décembre 2023, et qui est déjà complet, qui a été complété en 2 heures après les ventes, après la billetterie. Donc félicitations à lui. Et après il y a un album qui est sorti mais que j'ai pas encore écouté, mais on m'a dit le plus grand bien, c'est l'album de Younis, je sais pas comment ça s'appelle le nom de l'album. Mais C'est Novae. C'est comme les livres, alors on recommande des livres qu'on ne lit pas. Si, moi, ce que j'ai recommandé, j'y ai joué, j'y ai Ah passé oui, la moitié de oui, oui. l'été. Mais voilà, c'est à écouter, c'est ou comme je l'ai reçu ça, cette recommandation de la vidéo du règlement, donc chaîne YouTube dont j'avais déjà parlé. Je sais, je fais vite, je termine. Et donc la dernière vidéo du règlement, c'est sur Luther, et allez voir ça, c'est hyper intéressant. Luther, un rappeur, et pas Pas le protestant Non. réformiste. pas du tout. Je Ça me dis que m'intéresse si beaucoup c'est un moins, rappeur, alors. il doit protester quand même. C'est vrai. C'est très intéressant. Voilà, je termine là-dessus. Alors avec Leïla, on est de retour. hein. On s'est mis au micro. Salut. Et nous, on a des recommandations culturelles pour vous. Donc moi, pour faire plaisir à Monsieur Borges, je vais parler d'Avatar 3, qui va sortir en décembre 2024. On l'a déjà vu. Et qu'ils ont déjà vu. Et que j'ai En déjà vu en avant-première. avant-première, c'est ça. Parce que, non, en réalité, il a été tourné en même temps que Avatar 2, donc il est fini. Le montage est fini, il dure 9 heures. Non. Si, Non, c'est pas possible. je te jure. Sur 9h. Actuellement, il dure... Oui. Mais... Ah, mais ça va, mais tu non. dis n'importe quoi là. Et il veut... Je vous en prie, il est très Une précis, version- moi je trouve au Il veut contraire. mettre une version de plus de 6 heures sur la plateforme Disney+. Il veut la mettre en version longue. Ah d'accord. Donc il veut casser un peu Ça les s'appelle codes une série, hein. du cinéma. Et... Je suis d'accord avec ce que dit Paul, j'ai lu Voilà. à peu près les mêmes articles, donc je le soutiens. Donc, Voilà, sa merci, tentative monsieur. d'expliquer D'accord, la merci, Paul. différence entre le film au début et le montage après. Et il sera porté sur les méchants Navy. Donc il existe également des avatars méchants. James Woo, il faut se calmer un Le moment. côté obscur du Voilà, navire. c'est ça.
Deuxième petite recommandation, j'ai vu une série début janvier qui s'appelle Kaléidoscope, qui est sur Netflix. Donc c'est l'histoire d'un braquage et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une série qui se regarde dans l'ordre qu'on veut. Donc il y a 9 épisodes, qu'on regarde l'épisode 2, 8, 7 ou 5, dans n'importe quel ordre, on a le même fil de l'histoire C'est à la comme fin. Star Wars en fait. Donc là, Monsieur Briseau prouve qu'il n'a pas vu Star Wars. Voilà. Et donc voilà, je vous conseille d'aller la voir, et puis c'est avec des acteurs assez connus quand même. Bon, Et pour ma part c'est bon, je te laisse parler Leïla. Moi, c'est pour faire une petite suggestion d'émission tout en parlant d'une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle Le Pit Stop. Je pense que tu connais, Stéban. Qui est une chaîne qui parle de F1. Et comme je la conseille parce qu'il y a vraiment des vidéos super intéressantes. C'est une chaîne d'hôtel. Non. Je croyais que vous l'aviez mis en mute. Je voudrais savoir. Et que du coup, comme la saison de F1 reprend le 5 mars, il me semble, il y a plein de vidéos très intéressantes qui arrivent. Là, il a fait récemment une vidéo sur les changements dans les voitures cette saison, c'est super intéressant. Et du coup, c'est pour suggérer à mes amis, on fera une émission F1. Ah oui, et regardez la série de Formula One sur Netflix. Ah, il y a la prochaine saison le 26 février sur Netflix. Et voilà, on invitera évidemment Carlos Sainz à venir nous parler dans l'émission avec son français incroyable. Eh bien, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On espère que ça vous a plu. On vous retrouve très prochainement pour une autre émission. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Briseau et Monsieur Borde, d'être venus. Merci à vous. C'était très intéressant, en tout cas, d'un point de vue extérieur. Ah si, on a oublié de parler d'un truc, du bal des premières. Où je 3 serai février. barman, comme le C'est veut ça. la tradition. Je serai vigile. Donc voilà, il va y avoir un bal des premières, donc inscrivez-vous. Voilà, Et c'est payez tout. votre place. C'est ça. Bon ben merci, hein. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.